Bonsoir à tous. Alors, nous sommes ravis aujourd'hui d'accueillir donc François Robichon, qui est historien de l'art, professeur à l'Université de Lille, hein, vous êtes toujours professeur à l'Université de Lille, et qui est vraiment le grand spécialiste des peintures militaires. Et c'est pourquoi il va vous faire découvrir aujourd'hui l'œuvre d'Édouard de Taille, et plus particulièrement celle qu'il a réalisée dans le triptyque qu'il a réalisé dans l'abside du Panthéon. Donc un lieu qui évidemment nous concerne plus particulièrement nous, Montagne Sainte-Geneviève. Donc voilà, je vais lui laisser la parole parce que vous parlerez mieux que moi, monsieur de Taille. Oui, alors effectivement, pour commencer, Édouard de Taille, c'était une histoire très longue, puisque je suis moi aussi créateur et président d'une association, des Amis d'Édouard de Taille, depuis plus de 40 ans. Donc c'est-à-dire que j'ai consacré beaucoup de temps et d'énergie à redonner une notoriété à Édouard de Taille qu'il avait totalement perdu au XXe siècle, enfin après son décès. Il est mort en 1912, pardon. Il a disparu de l'histoire de l'art, qui est ma profession, et donc je me suis évertué de lui redonner un peu de lustre. Alors voilà son portrait en académicien, parce qu'il a été président de l'Académie des Beaux-Arts. Bon, il a été président de tellement de choses, ça serait une conférence entière, rien que pour ses titres et décorations, Grand Croix de la Légion d'honneur, enfin il a tout vu. Ça a été probablement un des artistes les plus décorés de la Troisième République. Et puis le destin, essentiellement la Première Guerre mondiale et ses horreurs et ses morts ont fait que, effectivement, le genre de la peinture militaire a subi un lourd discrédit, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors Édouard de Taille, il est connu quand même, il a eu quelques chefs-d'œuvre, dont celui-ci qui se trouve au musée d'Orsay. C'est son tableau certainement le plus célèbre, c'est le Rêve, que je ne vous montre pas tout à fait par hasard. Donc on voit c'est une scène des grandes manœuvres dans les années 1880. Le tableau était exposé au salon de 1888 et acheté par l'État. On voit donc des jeunes soldats, c'est de la conscription, car maintenant l'armée est une armée de conscription en France, après les grandes réformes après la guerre de 1870. C'est le bivouac, le jour va à peine se lever, et c'était l'argument du tableau. À quoi rêvent les jeunes conscrits français? Eh bien, vous le voyez dans la nuée, ils rêvent aux gloires de l'armée française depuis la Révolution française, depuis les enrôlements volontaires, l'armée de 1792, de la levée en masse, jusque dans les années 1860, avec les campagnes de Crimée et d'Italie. On ne présente pas les défaites de la guerre de 1870, évidemment. Ça n'est plus du rêve, c'est du cauchemar. Voilà. Alors, cette idée, elle a beaucoup séduit. C'est un des tableaux qui était le plus reproduit avant 1914, qu'on trouvait sous toutes les formes, en jeu, en puzzle, en boîte de plumes sergent-major, en couverture de cahiers d'écoliers, en lithographie, enfin tout ce qu'on voudra. C'est un tableau qui a été énormément reproduit et qui incarnait parfaitement, effectivement, ce qu'était l'esprit de la Troisième République à ce moment-là. C'est la raison de son succès, et vous verrez pourquoi je vous ai présenté ce tableau en rapport avec celui dont je vais vous parler maintenant, qui est bien sûr la décoration pour le Panthéon, que voici, je vais largement vous commenter. Alors sur le principe des grandes décorations sous la Troisième République, il y a eu des avis
très partagés. Il y en a un notamment de Roger Marx, qui était un grand inspecteur des beaux-arts, un grand commis de l'État, grand organisateur des manifestations artistiques à l'exposition de 1900, et qui est très dubitatif sur la manière dont les instances républicaines choisissent et commandent ces grandes décorations qui sont destinées à rester pour, comme on le dit, des siècles et des siècles. Je vous lis un petit fragment d'un de ses articles. Quand les analystes de l'avenir se prendront à raconter l'histoire de la peinture murale à la fin du XIXe siècle, la Sorbonne leur offrira, avec le Panthéon et l'Hôtel de Ville, un précieux élément d'information. Ce qu'ils auront à consigner tout d'abord, c'est l'extraordinaire anarchie qui a présidé à la distribution des commandes, l'abondance des choix injustifiés et des omissions impardonnables, la rareté des ouvrages qui savent atteindre le but et ne pas déparer la muraille. Donc il écrit ça en 1896. On a déjà largement avancé effectivement le décor de la Sorbonne, le décor de l'Hôtel de Ville et du Panthéon, qui n'est pas terminé, notamment l'abside qui reste vierge. Alors ce décor du Panthéon, je ne vais pas vous faire toute l'histoire du décor du Panthéon, ça serait encore hors du temps imparti. C'est un projet ancien qui a été reporté d'année en année et de régime en régime. Il a trouvé sa première version sous la Seconde République, où on a demandé à Paul Chenavard, le peintre, de créer un cycle sur l'histoire de l'humanité. En 1848, l'Église a été laïcisée, si je puis dire, et donc c'est pour ça que le programme décoratif n'est plus un programme religieux. Et évidemment, avec le retour de Napoléon III et la restitution de l'Église au culte, le projet de Chenavard est arrêté et on décide de créer un cycle de décoration autour de Sainte-Geneviève, ce qui était plus logique. Et puis rien ne se fait sous le Second Empire et la Troisième République engage un programme décoratif avec la légende de Sainte-Geneviève. On a proposé à plusieurs reprises les décors de l'abside à plusieurs artistes qui ont finalement tous décliné l'offre. On verra que c'est quasiment mission impossible de faire ce décor, mais vous voyez le résultat, ça n'était pas impossible lors de donc j'ai regardé, il y a l'illustre Meissonnier, qui est mort en 1891, à qui on avait proposé l'article, si je puis dire, qui avait pensé à une Sainte-Geneviève lors du siège de Paris par Attila. Et puis, vous savez, Meissonnier, c'était un grand spécialiste des petits formats, presque des miniatures, c'était sa marque de fabrique. Et l'idée de décorer un panneau qui fait quand même 14 mètres de haut, c'est tout bien réfléchi et il a finalement décliné l'œuvre. On fait une commande à un des illustres décorateurs du Panthéon, à Puvis-de-Chavannes, qui a décoré tout le côté droit, et on lui demande évidemment pour l'abside, et lui aussi décline l'œuvre. À sa mort en 1898, rien n'est encore décidé. Alors, entre-temps, Édouard de Taille intervient à l'Hôtel de Ville de Paris pour la salle dite du budget, dite aussi salle du préfet, qui malheureusement est difficile à visiter. Donc là aussi, ça fait partie de l'achèvement d'un grand cycle décoratif, qui est l'Hôtel de Ville, je vous rappelle, reconstruit plus ou moins à l'identique, et avec un programme décoratif considérable. Il y a eu des concours qui ont été établis en général avec une commission
des travaux d'art qui choisissait les artistes qui étaient destinés donc à décorer l'hôtel de ville. Pour Édouard de Taille, qui est une sommité, on ne passe pas par un jury, une commission, on lui commande directement les décors, il y a un arrangement avec lui. Et il va décorer cette salle, vous voyez, qui est donc un lambris, puis des portes, avec des décors qui ont pour thème l'histoire de Paris. Ici, vous avez les enrôlements volontaires sur le Pont Neuf en 1792. Et en face, vous avez le retour de la Grande Armée en 1807, après la campagne de Pologne, à la barrière de la Villette. Les deux, ça ce sont des esquisses que je vous montre. Les deux panneaux définitifs ont été exposés au Salon de 1902 et ont connu un grand succès. La critique d'art a reconnu qu'effectivement c'était parfaitement bien étudié, avec les contraintes que vous voyez, à savoir effectivement des portes qu'il faut utiliser tant bien que mal dans la composition finale. J'insiste parce qu'évidemment, vous voyez venir avec cette fameuse abside du Panthéon avec découpée en trois panneaux, ça évidemment augmente la complication pour l'artiste. Alors, au Salon de 1902, enthousiasme général pour ces décors, et donc, il manque simplement le plafond qui doit achever la décoration de la salle. Alors, De Taille avait, devant cette commission, avait décrit son programme, vous voyez les deux parties, plus effectivement le plafond. Et donc, je vous lis la séance de la commission de décoration de l'hôtel de ville en janvier 1901. Et on raconte que De Taille a exposé son programme qui, comme plafond, comprendrait une sorte de chevauchée idéale où figureraient les drapeaux pris à l'ennemi. Voilà, donc il a déjà cette idée en tête. Et c'est fort de ce succès au Salon de 1902 qui va être approché par la commission des travaux d'art, c'est-à-dire à l'époque c'est une direction des beaux-arts, pour achever ce décor du Panthéon. Car effectivement, peut-être la partie la plus visible quand on rentre dans le Panthéon, on est face, dans l'axe central, et jusque-là, en 1902, vide. Alors, j'ai fouillé les archives et les papiers de Taille, et effectivement, il semble que ce soit lui qui se soit proposé, qui ait contacté les instances dirigeantes, en se proposant donc pour le décor. Et on va lui donner carte blanche, parce qu'effectivement, dans le paysage artistique français à l'époque, on ne voit pas très bien qui pourrait concurrencer De Taille. Et alors, on a quelques informations sur effectivement la genèse du projet définitif. On n'a pas les papiers intimes de Taille, car curieusement, pour les années 1902-1905, ses agendas où il notait ses pensées les plus intimes manquent à la bibliothèque de l'Institut, on ne sait pas pourquoi. Mais il y a quand même des archives, aux archives nationales, et il y a surtout beaucoup de témoignages et d'articles qui ont raconté, où De Taille d'ailleurs a été interviewé, où il a raconté la genèse de son projet. Alors il explique sa première idée de décor en 1902 et comment il a eu cette révélation
où vous voyez une scène des journées révolutionnaires de 1830 dans la rue du Petit Pont. Alors, une fois qu'il a été décidé qu'effectivement il devait entreprendre ce décor, il se rend sur place, bien sûr, et il écrit à un ami non identifié: j'ai beaucoup pioché sur place, m'ingéniant à trouver une composition sur Sainte-Geneviève. Et c'est en sortant, en descendant vers la Seine, que j'ai trouvé ce qu'il faudrait à cet endroit. J'ai entrevu à travers les pignons de la rue Saint-Jacques les tours de Notre-Dame. Et je me suis souvenu de cet épisode des journées de juillet où le drapeau tricolore est apparu soudain sur le ciel bleu, annonçant la victoire. Alors, vous n'avez qu'une photographie en noir et blanc, car effectivement, vous allez le voir, l'original n'est pas visible. Mais donc, on voit dans la perspective de la rue les tours de Notre-Dame avec effectivement le drapeau bleu-blanc. Alors, pour un régime Troisième République, qui est à l'époque, c'est le ministère Combes, radical socialiste, a priori une révolution républicaine, ça ne devrait pas poser de problème. Ça n'en a pas posé aux instances administratives, mais ça en a posé à Detaille. Car il a fait une esquisse à la taille réelle qu'il a mis en place dans l'abside du Panthéon, et il a trouvé que l'effet était déplorable. Et pour montrer effectivement sa bonne foi, vous voyez dans un article que j'ai photographié, on voit dans la cour de son hôtel particulier où il avait son atelier, des ouvriers en train de détruire son œuvre. Il a fait donc une étude avec la peinture à la colle. C'était de toute façon juste pour un essai, mais l'essai n'étant pas concluant, et pour récupérer la toile, après tout, il a détruit son œuvre. Alors, il a réfléchi à d'autres sujets. On en a des témoignages, parce que vous voyez que dans les études qu'il fait, il y a évidemment tout le dispositif de l'abside du Panthéon, avec les pilastres qui dévisent la surface en trois. Là, vous avez un projet qui est identifié, bien sûr, c'est les funérailles de Marceau, le général Marceau, le jeune général des armées de la Révolution française, tué en 1799, qui est une sorte de héros républicain sous la Troisième République. Donc là aussi, idéologiquement et politiquement parlant, c'est un sujet pas impeccable, qui ne peut pas se susciter de contestation. Je n'ai aucun retour de détail sur ce projet qui a quand même connu une forme d'esquisse assez poussée, mais le projet n'a pas été poursuivi. Detaille reprend son crayon et ses pinceaux, et donc va imaginer une troisième version intitulée Le chant du départ. Donc c'est une représentation à la gloire des soldats de l'an 2, avec une allégorie au centre, un Pégase que chevauche effectivement une allégorie de la gloire. Et là aussi, à la fin de l'année 1903, mais je n'ai pas de photo, Detaille fait un essai grandeur nature, in situ. Et j'ai retrouvé effectivement quelques indices aux archives nationales, parce qu'il envoie une lettre à l'architecte du Panthéon, architecte des monuments historiques, qui est Paul Nénaud, et qui raconte qu'effectivement Detaille a installé des esquisses et a fait tout enlever. Pas satisfait. Donc c'est déjà
plus de 2 ans de travail pratiquement jetés au panier. Eh bien, il va falloir que Dauteil trouve la bonne idée finale. Et c'est en songeant, je pense qu'il a eu un petit moment de dépression, et il a songé à nouveau à son décor pour le plafond de l'hôtel de ville de Paris. Et c'est ce qu'il explique. Pour compléter l'idée générale de la salle de l'hôtel de ville, je dois faire un plafond. J'avais songé à représenter la gloire couronnant les trophées conquis par les armées françaises. Cette composition en esquisse s'arrangeait si bien que j'ai supprimé le travail que je faisais depuis 3 ans pour le Panthéon et l'ai remplacé par ce motif développé, amplifié et qui remplit à mes souhaits toute l'abside. Et voilà cette idée qu'il avait esquissée simplement pour l'hôtel de ville. Voilà une photographie donc du plafond de l'hôtel de ville qu'il a finalement exécuté après le Panthéon, dont je n'ai qu'une photo noir et blanc. Donc il avait déjà en tête, dès 1901, cette idée d'une sorte de tourbillon de soldats fantassins, cavaliers, montant aspirés vers la gloire et les drapeaux pris à l'ennemi. Et donc cette réflexion on sent qu'il est emballé par cette idée, donc produit cette maquette qui a été publiée dans la presse de l'époque, où on voit l'essentiel qui est mis en place avec toutes les difficultés habituelles, à savoir effectivement le triptyque, mais c'est un faux qualificatif, si je puis dire, parce que dans l'art traditionnel, le triptyque, ce sont 3 panneaux qui se complètent, qui sont conçus de manière autonome, ce qui n'est pas le cas du tout ici. Et alors, il est convaincu d'avoir effectivement trouvé la bonne idée. Le ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts de l'époque, j'ai regardé, Joseph Chaumier, lui rend visite dans son atelier et valide la composition. Et l'inspecteur des Beaux-Arts qui est envoyé quelques mois plus tard pour faire son travail arrive chez Dauteil qui lui dit « mais votre ministre m'a déjà dit que c'était parfait, mon projet ». Donc l'inspecteur général des Beaux-Arts, M. Henri Appart, va retourner chez lui faire un rapport en disant « mais voilà, il n'y a plus grand-chose à faire ». Alors j'ai trouvé aussi une petite histoire, après tout, qui a agité la presse quelques mois plus tard, en juillet 1904, donc Dauteil a déjà pas mal avancé son esquisse. On raconte que le champ du départ n'a pas été abandonné par Dauteil parce qu'il trouvait que ça n'allait pas, mais parce que, effectivement, l'administration des Beaux-Arts, la commission supérieure des Beaux-Arts, lui aurait refusé son projet. Dauteil est furieux, écrit au ministre en lui disant « Vous allez publier un communiqué pour dire que tout ça est faux, des fake news, vous voyez, ça ne date pas d'aujourd'hui. » Et il y a eu tout un emballement dans la presse, c'est ça qui est amusant, c'est qu'en fait vraiment, l'histoire se répète un peu à ce sujet-là. Donc, j'ai trouvé toutes sortes d'articles qui après corrigé en disant non, c'est une fausse rumeur. C'est Dauteil lui-même qui a renoncé
à son champ du départ pour une nouvelle composition qui est généralement intitulée Vers la gloire ou La chevauchée de la gloire. Il y a plusieurs. Alors, de taille a construit un atelier spécial à Ville d'Avray pour réaliser cette toile. Son atelier parisien ne permet pas de peindre d'aussi grand format. En fait, il a construit sur le terrain de son amour, de sa maîtresse, on dirait Madame Valtès de la Vigne, qui a partagé une partie de sa vie et qui avait un grand hôtel particulier à Ville d'Avray, qui existe toujours d'ailleurs. Et donc, Édouard de Taille s'était permis de construire un atelier tout exprès pour réaliser ce décor. Alors, de Taille a lui-même résumé son sujet, et on en a plusieurs versions dans la presse, de cavaliers qui se ruent vers la gloire, apportant par brassées des trophées conquis, des gens de Gemap et de Valmy, des grenadiers à cheval de Marengo, des chasseurs et mammouths d'Austerlitz, dragons d'Espagne, d'Égypte, hussards d'Iéna, cuirassiers de Montmirail et de Champaubert, tous chargés de leur glorieux butin. À la lecture, vous voyez qu'on démarre à la Révolution française et on termine à la fin de l'Empire. Ça a été quand même, effectivement, la grande période historique sur laquelle a travaillé Édouard de Taille. C'est l'essentiel aussi de sa monumentale Armée française, qui est une publication qu'il a faite avant 1889, qui résumait l'histoire de l'armée française depuis les origines républicaines, car parfois Édouard de Taille a été plus ou moins accusé d'être un horrible réactionnaire. Mais on voit dans ses décors, dans ses illustrations et dans sa peinture qu'il est absolument fidèle, effectivement, à cette notion d'armée républicaine. Donc, il y a bien, effectivement, dans cette chevauchée un peu l'ombre de Napoléon, qui ne figure évidemment pas, parce que là, ça aurait été sujet à polémique. Je ne pense pas que les ministres de l'époque auraient laissé passer ça. Mais on ne renie pas, comme le disait un célèbre historien, Iéna Vanche-Sedan, c'est M. Jean Tullard, peut-être, et c'est l'idée que, effectivement, c'est la grande victoire de Napoléon sur la Prusse, et ça venge effectivement les défaites de 1870. Donc c'est parfaitement acceptable et accepté. Alors le projet est définitif. Voilà quelques études. Alors c'est précisément, on va voir pourquoi ce sont des études qui n'ont pas été retenues. On voit une deuxième, le cuirassier, car au final, on n'a aucun visage d'aucun soldat, ils vous tournent tous la tête, on les voit de dos, ou de trois quarts, mais on ne les voit pas de face. Donc voilà un qui, lui, a été retenu. Alors de taille, effectivement, c'est mis dans le contexte, et donc avec, effectivement, les piliers, les pilastres qui sont représentés dans son atelier. Donc il est là en train de peindre, donc ça donne quand même une idée de l'échelle et du format. Alors, pour l'ensemble est terminé en 1905 et est exposé au Salon 1905. Au Salon des artistes français, qui est le grand salon traditionnel, hérité d'Ancien Régime et qui a traversé tout le XIXe siècle. Société des artistes français, dont Édouard de Taille d'ailleurs a été président pendant plusieurs années. Et donc il expose
dans la salle d'honneur, la salle numéro 1 du salon, qui se tenait en 1905 dans le nouveau bâtiment du Grand Palais, qui remplaçait l'ancien palais de l'Industrie. Alors il y a eu, ça a été ce qu'on appelait à l'époque le clou du salon. C'est, enfin, un des clous en tout cas, ce sont ces œuvres qui effectivement ont retenu grandement l'attention des critiques d'art et aussi du public, et qui ont fait l'objet de très nombreux commentaires. Donc je vais vous lire après un florilège de ces commentaires qui vont effectivement du plus laudateur au plus destructeur. Donc évidemment, il faudra faire la part des choses. Alors sur le principe de ces grands décors, il y a un deuxième avis d'un homme qui a été un des grands rénovateurs après de la tapisserie française, c'est Gustave Geoffroy, qui était un expert en matière d'art mural et qui pense un peu la même chose que Roger Marx quelques années plus tôt. Il écrit ceci: « C'est le malheur de notre temps de commandes distribuées au hasard que nous n'ayons pu obtenir nulle part un ensemble logique et harmonieux. L'Hôtel de Ville et le Panthéon sont les tristes preuves de l'esprit de hasard qui a présidé aux manifestations disparates organisées par l'Institut et par la direction des Beaux-Arts. » Alors effectivement, entre Puvis-Chavannes et Edouard de Taille, et le neveu et l'autre, effectivement, il n'y a pas véritablement d'unité. Mais comment faire autrement? Les critiques sont faciles, mais effectivement, quand on voit effectivement les difficultés que l'administration des Beaux-Arts a eues pour recruter des artistes, effectivement, on pense que Gustave Geoffroy a raison, mais peut-être est-il trop absolu dans ses affirmations. Alors, il y a trois types de critiques. D'abord, les favorables. Alors, ce qui est intéressant dans la presse de l'époque, c'est que effectivement la couleur politique du journal ne commande pas forcément l'avis esthétique du critique d'art qui s'y emploie. Ça, c'est une des grandes caractéristiques de la presse de cette époque. L'Intransigeant, qui est un journal plutôt radical de gauche, dit que sa chevauchée de la gloire restera l'une des plus belles pages de M. Edouard de Taille. Je trouve ça formidable. Un autre journal, et ça c'est important aussi pour de Taille, signale que aujourd'hui c'est la cohue. On va devant soi, on regarde, on est contraint de passer. Néanmoins, la foule a l'intuition du beau et elle s'arrête malgré la poussée devant les tableaux remarquables. C'est ainsi que dans la salle numéro 1, on s'écrase devant l'œuvre du maître incontesté de Taille, dont le nom seul résonne comme un appel de clairon. La chevauchée de la gloire est un tableau superbe, digne de son auteur. Un auteur anonyme. Dans le Figaro, un critique d'art qui connaît bien Edouard de Taille, c'est Arsène Alexandre. C'est un historien d'art aussi qui avait écrit en 1889 Histoire de la peinture militaire. Ça a été mon livre de chevet pendant des années, vous imaginez. C'est le seul livre qu'on ait écrit au XIXe siècle sur la peinture militaire. Et qui lui aussi parle de cet éminent artiste avec lequel j'avais plaisir à m'entretenir devant son œuvre, me disant avec son habituelle modestie qu'il avait longtemps hésité à exposer cette production considérable, fruit d'un labeur acharné mais joyeux, que de toute façon il se promettait une joie plus grande encore de tout ce qu'il y apporterait d'amélioration dans l'effet général lorsqu'il travaillerait dans l'édifice même.
Et il conclut, il faut donc se dire qu'en examinant cette peinture au Palais des Beaux-Arts, le public assiste à une répétition générale et que la première n'aura lieu qu'au Panthéon. Car effectivement, pour juger de l'effet final, là, dans ce cas, De Taille n'a pas fait d'essayage, si je puis dire, avec une esquisse ou une étude, mais a directement réalisé la toile définitive. Alors on parle souvent de fresque. Permettez-moi de préciser que ça n'est pas une fresque. Une fresque, c'est une peinture sur un enduit frais, un enduit chaud, de ciment frais. Là, il s'agit, dans le Panthéon d'ailleurs, de toiles marouflées, c'est-à-dire c'est peint sur une toile comme un tableau de chevalet, peut-être un peu plus épaisse, et c'est marouflé, c'est-à-dire c'est collé avec une colle réversible sur le support. Et ça peut éventuellement être déposé s'il y a besoin. Et quelques critiques d'art, mais qui souvent se complaisent un peu dans la louange facile, font quand même remarquer qu'il y avait quand même une certaine difficulté à concevoir cette œuvre. Un journaliste signale qu'il a dû se plier aux nécessités d'un sujet 2 fois coupé par les larges colonnes de l'abside du Panthéon, sa place définitive. Et effectivement, pas facile de peindre des chevaux dont on coupe la tête, la croupe, etc., ou des cavaliers dont on... Et donc il a fallu que De Taille trouve effectivement une façon visuellement de ne pas interrompre effectivement ce mouvement d'ascension vers le ciel. Et un autre critique d'art, enfin, qui est conservateur au musée du Louvre, Henri Chenevière, fait aussi remarquer que l'éclairage de l'abside est compliqué car effectivement il y a une sorte de vasistas en haut, que le haut évidemment de l'abside est beaucoup plus éclairé que le bas et que l'artiste doit en tenir compte pour arriver à une sorte d'éclairage uniforme. En 1905, on est au tout début de l'éclairage électrique. Je ne suis pas sûr qu'en 1905 le Panthéon soit électrifié. Ça, pas assez versé dans l'histoire du bâtiment, mais c'est peu probable. Alors, donc De Taille, gloire de la peinture française, un de ses chefs-d'œuvre qui a surmonté toutes les difficultés. Ça, c'est pour les journalistes favorables. Il y en a certains qui sont réservés. Et notamment, plusieurs font une comparaison avec Raphaël, l'illustre Auguste Raphaël, grand lithographe de la première moitié du XIXe siècle, qui est connu et même, si je puis dire, célèbre pour une lithographie, la Revue Nocturne, qui est probablement celle qui a été le plus reproduite et le plus utilisée par les artistes de la fin du XIXe siècle. Artiste que De Taille connaissait très bien, il connaissait très bien le fils Raphaël. Il a acheté régulièrement des dessins au fils Raphaël. Le fils Raphaël était conservateur du cabinet des estampes. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a l'œuvre complète de Raphaël à la Bibliothèque nationale aujourd'hui. Et Édouard De Taille, qui admirait beaucoup Raphaël, allait régulièrement voir le fils, qui avait le même prénom, et il lui achetait des œuvres. J'ai retrouvé dans les fonds de Taille des dessins de Raphaël. Donc De Taille a eu en tête effectivement l'œuvre la plus célèbre de Raphaël, c'est évident et incontestable. Est-ce qu'il s'en est inspiré? Peut-être, il n'y a pas le même mouvement. Et puis, donc chez Raphaël, cette Revue Nocturne, c'est
la résurrection des morts de la Grande Armée qui viennent défiler dans les Champs-Élysées autour de Napoléon, qui est lui plus qu'esquissé, vous voyez. Alors certains font la comparaison avec effectivement un regard assez critique. Voilà par exemple un journaliste qui dit que Raffet, dans sa revue nocturne, a autrement jeté vers la gloire et l'immortalité les cavaliers de l'épopée impériale. Les aigles de M. de Taille vont très bien à la manœuvre sur leur nuage, mais sûrement pas la gloire. Pas gentil. Voilà. Et plusieurs auteurs, voilà, de Taille. Alors, des sources me disent qu'effectivement, cette photographie a été prise au Panthéon. Je n'ai pas réussi à comprendre de quelle partie. Sur le côté, il y avait des jardins. Je suis un peu. En tout cas, c'est pas à Ville-d'Avray, ça c'est sûr. Et donc, considère qu'effectivement, cette allégorie qui culmine, cette Pégase, cette gloire qui tend les lauriers à l'ensemble des cavaliers qui sont aspirés vers le ciel, manque de brio, certains sont un peu dubitatifs. J'ai trouvé un article assez plutôt humoristique dans le journal L'Humanité. Je me suis attendu à une exécution en règle, et bien pas du tout. Le journaliste dit « Je m'explique maintenant la présence du ministre de la Guerre et de 2 généraux qui ont fait l'inauguration officielle aux côtés. » Alors, le ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts était absent. Le clou officiel du salon n'est autre qu'un tableau, que dis-je, un triptyque militaire vers la gloire. D'Édouard de Taille, lui-même, monsieur. C'est grand, il y a là une chevauchée tumultueuse, une allégorie claironnante et piaffante d'escadrons qui se roulent au combat pour frapper des stocks. Et de Taille, et cette fresque est destinée à l'abside du Panthéon. Bon, c'est plutôt sympathique et humoristique. Alors, certains lui reprochent aussi de l'exaltation de la seule gloire militaire en disant que le Panthéon est destiné à toutes les gloires de la France, mais pas que les militaires. Et même s'il y en a assez nombreux, enfin, je n'ai pas fait le compte, mais ces derniers temps, ce n'est pas les militaires qu'on a inhumés au Panthéon. C'est Léon Daudet qui, effectivement, trouve un peu chagrin. Lui, c'est un temple voué par la patrie reconnaissante aux grands hommes en général, et pas qu'aux généraux et maréchaux de l'armée. Et puis, il y a aussi les opposants, les plus méchants. Et il y en a un qui déteste Édouard de Taille depuis toujours, c'est Louis Vaucel, qui est un des grands critiques d'art de l'époque. Alors tout ce qui est militaire, et pour lui, c'est comme d'ailleurs le Baudelaire, qui est souvent cité dans son salon de 1846, qui parle de race Vernet, etc., qui dit c'est absolument détestable, nullissime, en fait il traîne race Vernet plus bactère, donc c'est totalement injuste, c'est un peintre admirable, une science de la composition exemplaire. Et donc, Louis Vaucel et de Taille, c'est un peu la même histoire. Donc, dans le journal de Gilles Blas, où il est attitré, le critique d'art, il commence très méchamment. Salle d'entrée, elle est immense et vide. Pardon, il y a la chevauchée de la gloire que M. de Taille destine à l'abside du Panthéon. Et après, il termine. Tout en haut de son empyrée, il a dressé une gloire pour plafond de charcuterie.
chevauchant un Pégase de stuc à 5 ou 6 jambes, qui sera bien comique une fois installé sous la voûte panthéonienne. Donc là, c'est avant l'installation, effectivement, sur place, mais enfin, effectivement, la gloire pour le plafond de charcuterie, c'est pas très flatteur. Voilà. Et il y en a... On lui reproche donc beaucoup de choses. On lui reproche aussi et c'est d'être d'une certaine façon militariste. Je vous rappelle qu'on est en 1905. Il y a de très nombreux mouvements antimilitaristes qui sont développés en France. Il y a une sensibilité pacifiste aussi qui s'est développée, notamment en rapport avec la guerre russo-japonaise. La France ayant comme allié la Russie tsariste de l'époque, qui se fait étriller par l'armée japonaise. Ça incline au pacifisme. Et par exemple, un auteur lui reproche: était-il possible qu'à l'aube du XXe siècle, une république issue de la Révolution ait eu le courage de commander à un artiste une pareille glorification de la guerre? Était-il possible que cette chose aille décorer l'abside du Panthéon, qui devrait être la nécropole du génie? Voilà. Ouais, c'est bien la nécropole du génie, mais effectivement, dans le décor de détail, ça n'apparaît pas. Enfin, Sainte-Geneviève non plus, si je puis dire. Et il conclut: aujourd'hui, il faut maudire la guerre, même nécessaire. Ces glorifications sont impardonnables. Donc voilà, c'est une sensibilité qui s'exprime non pas par rapport à la qualité esthétique de l'œuvre de De Taille, mais par rapport à son contenu, on pourrait presque dire philosophique. Et des critiques sur ce ton, j'en ai trouvé un certain nombre. Alors ça n'a pas empêché effectivement l'installation. Donc ça, c'est une photographie qui a été faite sur place. Donc on voit bien qu'il y a effectivement le fameux triptyque et aussi que l'abside, comme son nom l'indique, est courbe. Ça veut dire qu'il faut aussi que le peintre tienne compte de la courbure pour effectivement la mise en place et la composition, le dessin et la mise en place. Donc triple difficulté, si je puis dire. Alors après le salon, qui dans l'ensemble était quand même assez favorable à Édouard de Taille, donc on installe l'œuvre directement dans l'abside. Et là, il y a effectivement tout un dossier technique qui se trouve aux Archives nationales. Elle est mise en place rapidement. Il y a une lettre de l'architecte du Panthéon, le fameux Paul Nénaud, datée de septembre 1905, qui fait un résumé de tous les frais qui ont été engagés pour cette mise en place. Donc il y a le marouflage, et puis aussi le plus gros budget, c'est les bordures décoratives. Donc, vous voyez, donc, tout autour, c'est un peintre de bordures décoratives spécialisé qui a réalisé le travail. Et on a trouvé quelques échos, effectivement, du succès de l'œuvre qui achève la décoration quand même d'un monument emblématique de la Troisième République, parce que l'essentiel s'est fait à ce moment-là. Et un certain nombre de journaux bien intentionnés relatent que, par exemple, cette chevauchée de la gloire continue à attirer pas mal de visiteurs à l'abside. On dit que M. de Taille était très frappé de l'exiguïté de la figure symbolique de la gloire qui monte un cheval ailé en tendant des palmes. Elle est en effet hors de proportion avec l'importance des détails du premier plan et du fouillis saisissant de la ruée héroïque. Il se pourrait que le maître songeât à apporter quelques retouches à son œuvre. Alors, je n'ai pas trouvé dans les papiers de Taille mention effectivement
du travail de retouche, mais il est possible qu'effectivement il soit intervenu après la mise en place. C'est possible aussi pour éclairer le bas du tableau qui effectivement était plutôt dans la pénombre. Et il y a des visiteurs célèbres qui sont d'ailleurs des amis de taille dont j'ai retrouvé mention, comme Paul Déroulède. Paul Déroulède, c'est le grand homme politique français, le grand patriote, un peu cocardier, il est vrai, qui ne rêve que de reprendre l'Alsace et la Lorraine, et qui ne regarde que la ligne bleue des Vosges, qui a écrit des poésies patriotiques que tout le monde chantait à l'époque, les fameux chants du soldat. Et donc, c'est un ami. Alors, Déroulède, il avait eu quelques soucis avec la justice, puisqu'il avait eu des velléités de coup d'État, qui s'est terminé en pantalonnade. Mais bon, il est revenu en France et il apporte à De Taille des photos du Panthéon avec le tableau Vers la gloire pour que je les lui signe pour lui et sa famille. Donc, De Taille dédicace des photos de son tableau, alors des photos en noir et blanc bien sûr à l'époque. En 1906, on n'a pas encore tout à fait inventé la photographie au couleur. Et De Taille, il retourne régulièrement, c'est pour ça qu'on peut penser qu'il a pu parfois intervenir. En 1909, on a ses carnets, il note « Aller au Panthéon, revoir mes peintures qui se tiennent et ne bougent pas ». Donc effectivement, il est satisfait de l'achèvement de son travail. Et va arriver effectivement la catastrophe des catastrophes que voici. Et ça date de 1911. Et il note dans ses carnets, en janvier 1911, Monsieur G, le gardien au Panthéon, vient m'avertir des réclamations du public au sujet du mur en plâtras que le sculpteur Sicard élève devant mes paupières. Et quelques mois plus tard, il y retourne. Aller au Panthéon, je trouve ma peinture absolument rendue invisible par un monument en tas de moellons. C'est Dujardin-Baumette, c'est le sous-secrétaire d'État aux Beaux-Arts. Et Pelletan, ministre, qui surveille cette construction. J'ai appris cela par le gardien qui me dit que le public réclame beaucoup contre cet acte. Et voilà que devant, donc en avant de l'abside, on édifie une sorte d'hôtel républicain avec une sculpture de Sicard qui montre effectivement la convention, le départ de volontaires à droite, etc. Et cette photographie qui a été prise par Adjet, le photographe Adjet, montre et confirme ce qu'écrit De Taille, à savoir que son œuvre disparaît presque totalement derrière la sculpture de Sicard. Voilà une photographie récente, à la gloire de la Convention nationale, et effectivement, ça pose un problème. Alors De Taille, qui quand même est à la fin de sa vie, mais veut défendre sa dernière grande œuvre, en fait, écrit, j'ai retrouvé la lettre, écrit au ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, M. Gabriel Guisteau, en 1912, il lui écrit ceci. Cela a été un grand et difficile travail que j'ai même recommencé. J'avais fait un triptyque qui ne me paraissait pas convenir pour l'emplacement et représentant le champ du départ, exposé également au salon et que j'ai gardé pour moi. C'est vous dire, monsieur le ministre, que cette décoration est le fruit de plusieurs années de travail. Or, quel n'a pas été mon étonnement de voir construire juste devant ma peinture un immense monument planté à quelques mètres à peine et couvrant totalement la surface des murs. Personne n'a été consulté, ni l'architecte du Panthéon, pas plus que la commission des bâtiments civils. Ce monument est, paraît-il, une esquisse. Par conséquent, il n'a rien de définitif, il est en plâtras. Ne pourrait-on lui assigner une autre place? Il était autrefois destiné au jardin d'études. Et puisque je vous montre
la photographie actuelle, le monument du plâtras est passé en pierre pure et dure. Ça a pris un certain temps. Après la guerre, après la Première Guerre mondiale, j'ai retrouvé trace en 1919 de cette action où on remplace par de la pierre le plâtre énorme du monument de la Convention, œuvre de Sicard. C'était une maquette, en fait, c'est ça le plâtras, pour voir ce que ça donnait, et les instances dirigeantes ont été convaincues. Alors l'article est un peu sévère pour Édouard de Taille, qui n'est plus là pour se défendre. Le journaliste écrit: le principal mérite de toute cette vaste machine est de cacher la chevauchée de la gloire de feu Édouard de Taille. Voilà. Mais effectivement, ça masque quand même beaucoup effectivement, la composition de Taille qui, du coup, est difficilement lisible si vous ne passez pas derrière. J'ai fait il y a quelque temps une visite guidée du Panthéon. Il faut contourner l'obstacle, si je puis dire. Et là, on peut effectivement prendre toute la dimension de l'œuvre de Taille. Alors, pour terminer, j'ai extrait quelques photographies d'événements récents qui montrent effectivement la mise en situation de l'œuvre de Taille. Ici, c'est l'entrée au Panthéon d'André Malraux en novembre 1996. Alors, ce qu'on comprend tout de suite, c'est qu'effectivement, l'œuvre de Taille, elle est dans l'axe principal. Et quand vous entrez dans le Panthéon, vous voyez le monument à la Convention nationale, certes, mais pour les décors muraux, dans le fond, et là éclairé, vous voyez de Taille. Ce qui semble échapper maintenant à la plupart des contemporains. Mais j'ai été conforté dans mon impression par un deuxième plus récent. Et là, c'était symboliquement fort, c'était l'entrée au Panthéon de Maurice Genevoix. C'était le 11 novembre 2020, il y a 2 ans. On voit bien, voilà, toujours de Taille en majesté, si je puis dire. La Pégase, effectivement, dans cet angle de vue, couronne effectivement le monument de la Convention nationale. Et jusqu'à une date encore plus récente, et là la vue en plongée permet de voir mieux de Taille, c'est donc l'entrée au Panthéon de Joséphine Baker. C'était le 30 novembre de l'année dernière, 2021. Alors avec ces perspectives peu habituelles, on prend, c'est mon sentiment, conscience effectivement de la valeur de la décoration de Taille, qui a quand même, à mon avis, réussi cette mission quasi impossible d'habiller cette abside qui était d'une ingratitude totale, si on fait abstraction maintenant du monument de la Convention nationale. Et ça reste effectivement un des grands décors, même, si je puis dire, un des plus grands décors de la Troisième République. Et donc j'espère qu'à l'avenir, le public portera un autre regard sur le décor des Édouard de Taille. Je vous remercie. Fait partager cette aventure, parce qu'en fait, on se rend compte que la maturation d'une œuvre, ça peut être très très long, que toutes les œuvres sont après l'objet de polémiques, rien n'est simple, et qu'au moins cette conférence vous aura permis de voir d'un autre œil l'intérieur du Panthéon, et lorsque vous irez au Panthéon, désormais vous contournerez ce fameux monument pour aller voir l'œuvre d'Édouard de Taille.